Mesdames, Messieurs, bienvenue ici à l'abbaye de Neumünster, un lieu historique pour notre deuxième édition de la conférence annuelle consacrée à un instrument européen absolument innovant et ambitieux qui existe depuis 2001, qui s'est enrichi d'un deuxième volet en 2002 et qui mérite d'être mieux connu. C'est ce que nous en pensons à la Commission européenne. Il s'agit de la facilité pour la reprise et la résilience. En anglais, on dit Recovery and Resilience Facility ou RRF. Donc, on adore les acronymes à la Commission européenne. Donc, si on dit RRF, voilà, c'est l'instrument dont on parle aujourd'hui. Ce plan européen, c'est quoi? Il a été mis en place pour réussir ensemble la transition verte et digitale dans un contexte de crise en 2021. Donc, c'était un instrument post-Covid, ou pendant le Covid, il a été mis en place pour aider les États membres à s'en sortir du point de vue économique et pour en profiter pour accélérer nos efforts vers la transition verte et digitale. Et puis, en 2022, il a été, donc, comme j'ai dit, enrichi par un nouveau chapitre consacré à l'énergie avec l'agression militaire de la Russie envers l'Ukraine. C'est donc notre instrument pour avancer vers une union plus résiliente dans un contexte qui reste malgré tout marqué par des crises encore aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Quels avantages le Luxembourg a-t-il pu en tirer et va-t-il en tirer? Et quels sont les objectifs à moyen et à long terme? Ce sont les questions dont on va discuter aujourd'hui ensemble ici avec vous et avec des experts chevronnés en mettant en évidence un volet particulièrement important du RRF et qui intéresse un peu tout le monde ici présent, à savoir la mobilité verte. Je n'en dirai pas plus actuellement. Et donc, avant de nous pencher sur ce sujet en particulier, donc la mobilité verte, en présence d'experts, nous allons pouvoir profiter d'explications préliminaire sur la facilité de reprise et de résilience de la part de deux personnes qui connaissent cet instrument par cœur, j'ose dire, et qui savent l'expliquer mieux que personne. D'un côté, en ce qui concerne la dimension européenne, Céline Gauer sera avec nous pour nous fournir ses explications. Céline Gauer est la directrice générale à la Direction générale Recover de la Commission européenne. Céline, vous dirigez la Task Force Recovery et Resilience. Vous connaissez donc très très bien le sujet et on a pu s'en apercevoir déjà ce matin quand on a fait des visites de projets qui ont pu bénéficier des fonds de cet instrument. Et donc après, en ce qui concerne la dimension nationale, on a le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Bob Kiefer, directeur du Trésor et secrétaire général du ministère des Finances. Le ministère des Finances qui est aussi l'autorité de coordination du plan luxembourgeois de la reprise et la résilience et qui est donc le principal point de contact de la Commission européenne parce qu'il y a un échange régulier et très intense entre les collègues du ministère des Finances du Luxembourg et les collègues en charge à la Commission européenne. Donc, j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à Céline Gauer, ici devant nous. Céline, rejoignez-moi ici, s'il vous plaît. Donc, voilà. Le pupitre est à vous. Nous avons donc visité ensemble ce matin déjà deux projets très intéressants qui ont pu bénéficier des fonds du plan luxembourgeois de la reprise et de la résilience. Donc, il s'agit d'un projet d'installation de panneaux photovoltaïques. Et donc, je crois qu'on a pu voir vraiment les retombées concrètes de cet instrument qui a été donc mis en place en 2021. Et vous allez donc nous expliquer maintenant un peu plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument, de quoi il s'agit exactement. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Anne. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui et un grand merci à tous les collègues du ministère des Finances et de la représentation qui nous ont permis d'avoir cet échange cet après-midi en organisant cet événement annuel.
Les lignes directrices que la présidente a présentées au Parlement européen le 18 juillet dernier pour se porter candidate à son second mandat, ainsi que le rapport Draghi qui a été publié pas plus tard que la semaine dernière, ont insisté sur une dimension fondamentale pour l'avenir des 5 années qui vont suivre, l'investissement. La Commission sera une commission d'investissement, nous a dit la présidente. Et quant au rapport Draghi, il a identifié à près de 700 milliards ou 800 milliards, les chiffres varient un petit peu, de milliards d'euros d'investissement annuel, les besoins de l'économie pour pouvoir se confronter à la transition verte et à la transition et aux exigences de compétitivité qui sont les nôtres. Et c'est un contexte qui nous donne, du coup, un point très intéressant de se retourner sur la manière dont on a procédé à l'investissement sur ces dernières années. La facilité pour la reprise et la résilience que nous avons mis en œuvre depuis bientôt 4 ans au niveau européen avec l'ensemble des États membres comportait un modèle tout à fait novateur pour justement l'investissement en Europe. C'était sans précédent à plusieurs égards, et ça nous permet, alors qu'on se projette sur les prochaines perspectives financières, de se dire est-ce que c'était bien, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut recommencer, ou est-ce que c'est quelque chose qui avait des limites. Et c'est un petit peu la discussion que je voudrais avoir aujourd'hui avec vous, tirer ce bilan et voir ce qu'on peut en dire. Pourquoi est-ce que cet instrument était novateur? Cet instrument était novateur pour 3 raisons principales. La première était que pour la première fois en Europe, nous avions une combinaison d'investissement et de réforme. On était très familier des programmes d'investissement comme les fonds structurels ou comme les programmes centralisés comme Horizon ou comme le Digital Europe que nous pratiquons aussi beaucoup ici au Luxembourg. On connaissait également les programmes d'ajustement économique qui avaient eu lieu pour soutenir les États membres qui avaient été frappés de plein fouet par la crise financière dans les années 2000. Mais une combinaison obligatoire de réformes et d'investissements, c'était totalement nouveau. La deuxième nouveauté principale était la manière d'approcher l'investissement, qui n'était pas faites des investissements que nous allons considérer éligibles, présentez-nous vos factures et nous vous rembourserons les coûts, ce qui est un petit peu l'approche traditionnelle de la Commission en matière d'investissement. Ici, cet investissement était fondé sur un contrat entre chacun des États membres et l'Union, un contrat par lequel l'État membre s'engageait à faire des investissements et des réformes déterminées et où l'Europe s'engageait à le soutenir avec des enveloppes financières très substantielles. Et le troisième point était que c'était un seul ensemble de règles. On a beaucoup de fonds en Europe, parfois peut-être un petit peu trop, qui se juxtaposent et qui sont tous ouverts au soutien des entreprises ou des administrations. Mais ici, on avait un seul point d'entrée, un seul programme qui était capable de financer tout ce qui pouvait être finançable ou avait besoin d'être financé, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans la lutte contre le climat, les transports, le digital, tous les secteurs de l'économie essentiellement pouvaient en bénéficier, ce qui donnait une énorme flexibilité à la mise en œuvre par les États membres et par la Commission. Et lorsque la Russie a agressé de manière totalement injustifiée l'Ukraine en 2022, ça nous a permis de redéployer très rapidement ce soutien et d'accélérer la transition loin des combustibles fossiles russes pour pouvoir restaurer plus d'indépendance énergétique. Donc maintenant qu'on s'approche au terme de cet instrument, qui, comme vous le savez peut-être, vient à terme en 2026, et c'est vraiment la date butoir absolue, quel est le bilan qu'on peut tirer? Le premier bilan qu'on peut en tirer est qu'en termes de relance, ça a été un succès. L'instrument a commencé à être mis en œuvre, donc en février 2021, la grande peur des dirigeants était que la crise sanitaire se transforme en une crise économique et que le marché intérieur se fragmente, parce que certains États, et certains de vos voisins notamment, l'Allemagne et certainement le Luxembourg, n'avaient pas besoin d'aide pour pouvoir relancer, soutenir leurs entreprises, soutenir leurs citoyens face à cette pandémie. Mais d'autres États, avec un espace fiscal un petit peu plus contraint, n'auraient pas eu le moyen de les soutenir, et le risque d'un décrochage d'une partie de la zone euro était un vrai souci. Et si on regarde ce qui s'est passé dès l'annonce, en fait, de la création de l'instrument,
le marché est resté bien solide et bien uni, et il n'y a eu aucune fragmentation du marché intérieur. Encore une fois, pour une économie aussi ouverte que celle du Luxembourg, c'était absolument essentiel. On a retrouvé très rapidement des niveaux d'emploi et des niveaux de croissance similaires à ceux qu'on avait avant la pandémie. Donc en termes de relance rapide et efficace de l'économie, ça a certainement été un succès. Mais le deuxième point, qui est sans doute plus important encore, c'est le résultat qu'on peut tirer, ou le bilan qu'on peut tirer de la mise en œuvre des réformes et des investissements. L'objectif des chefs d'État et de gouvernement, quand ils ont créé cet instrument, n'était pas seulement d'éviter la fragmentation du marché intérieur et de relancer l'économie. C'était aussi d'accélérer la transition énergétique, climatique, mais aussi transition digitale, afin de renforcer la compétitivité de l'économie européenne. Et c'est comme ça que les investissements et les réformes qui sont dans chacun des plans nationaux ont été choisis. Et après 3-4 ans de mise en œuvre, ce qu'on constate, c'est que ça marche. Ça marche tout d'abord sur les réformes. Ça marche parce que, pour une fois, les États membres ont une incitation extrêmement forte à mettre en œuvre des réformes structurelles fondamentales qui qui étaient nécessaires pour traiter les faiblesses de leur économie. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Le marché du travail en Espagne. Le marché du travail en Espagne est totalement fragmenté. Vous aviez traditionnellement des contrats de longue durée très protecteurs pour une partie des salariés, mais une grande précarité, notamment des jeunes travailleurs, avec des contrats d'extrêmement courte durée, ce qui avait un effet négatif sur leur investissement dans la formation et sur leur productivité. C'était quelque chose qui était totalement connu par tout le monde, qu'année après année, dans le cadre du semestre européen, dont vous êtes peut-être familier, tous les États membres, y compris l'Espagne, considéraient comme un problème fondamental et voulaient régler. Mais c'était difficile, et comme c'était difficile, ça ne se faisait pas. Là, grâce au dynamisme et à l'effet d'engrenage qu'a créé le plan de relance espagnol, cette réforme a été mise en œuvre. La même histoire peut être racontée sur la justice en Italie, qui est un problème central avec sa lenteur pour les investissements et pour les entreprises qui agissent en Italie, ou peut-être pour le logement dans un certain nombre de nos pays, comme les Pays-Bas, comme la Suède, comme l'Irlande, ou certainement comme le Luxembourg, où c'est également l'objet d'une réforme inclue dans le plan. Quelque chose d'encore plus évident, mais qui se retrouve dans tous les États membres suite notamment à l'agression de l'Ukraine par la Russie, les permis pour les énergies renouvelables et la nécessité d'accélérer le développement des énergies renouvelables, a également fait l'objet de mesures très substantielles dans l'ensemble des plans. Et on voit déjà aujourd'hui le résultat de ça. On voit l'accélération, on voit les places d'emploi créées en Espagne, on voit l'accélération des délais de jugement en Italie, et on voit déjà les résultats des politiques flexibles de marché du travail en France, dont bénéficie directement le Luxembourg en tant que voisin, ou en Belgique. La même chose peut être dite pour les investissements. Les investissements, c'était un vrai plaisir ce matin de visiter 2 de vos entreprises qui ont bénéficié du soutien des fonds européens pour couvrir leur toit de panneaux solaires. Et ce n'est pas seulement pour la transition climatique, mais aussi pour leur compétitivité et pour leur protection vis-à-vis des fluctuations du marché de l'énergie, parce que là, dans les 2 cas, 50% de leur approvisionnement est auto-assuré par ces panneaux solaires et donc est protégé de la volatilité des prix de l'électricité. Et ce type d'exemple-là, on va le retrouver à plus ou moins de grandes dimensions en fonction de la taille des plans dans chacun des États membres. La mobilité. Je sais qu'il ne faut pas parler trop des trains entre Bruxelles et le Luxembourg en ce moment. C'est un sujet qui fâche, surtout pour les collègues qui ont été coincés pendant plusieurs heures dans les transports. Mais la mobilité et notamment les voies ferrées ont fait l'objet d'investissements considérables, beaucoup plus importants qu'on ne les avait vus au cours des 10 années précédentes, grâce à ce plan de relance. Donc l'ensemble a vraiment fait preuve d'une grande efficacité et d'une extrême rapidité. Ce qui m'amène aux défis qui nous restent, parce que je suis bien consciente que le tableau que je vous dresse est assez enthousiaste et positif, et pour de bonnes raisons, mais il y a évidemment des difficultés. La première difficulté, c'est la durée. Je
vous ai mentionné que 2026 était le délai ultime pour la mise en œuvre des investissements et des réformes. C'est un délai qui ne changera pas. Et pour tous les pays, y compris pour le Luxembourg, c'est difficile parce que c'est rapide. Alors, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une mauvaise chose parce que c'est compliqué, mais une très bonne chose parce que ça a conduit à une accélération considérable de la mise en œuvre de ces différents plans de relance. Et si vous regardez aujourd'hui, sur les 648 milliards qui ont été engagés en emprunt et en dette, 265 ont déjà été versés, correspondent déjà à la mise en œuvre des objectifs de ces plans, et c'est sans précédent. Dans aucun cas, vous ne trouverez aucun autre programme d'investissement européen qui soit aussi rapidement mis en œuvre. Mais l'enjeu de 2026 reste extrêmement contraignant. Le deuxième point, évidemment, c'est la performance. Je vous ai parlé de ce contrat entre les États membres et l'Union qui permettent de s'assurer qu'on s'engage bien sur la bonne chose et sur des investissements cruciaux pour les économies. C'est bien, mais ça suppose aussi notamment que les auditeurs se familiarisent avec une nouvelle forme de contrôle, avec un contrôle sur le résultat et plus un contrôle simplement sur les factures et les coûts, sachant que les États membres conservent, eux, une obligation très très stricte d'assurer la protection des deniers européens. Et finalement, troisième exigence, c'est l'ouverture et l'engagement avec la société civile et dans les pays où c'est nécessaire avec les régions. Les plans de relance ont été conçus dans un temps très particulier. C'était le confinement, tout était en ligne, c'était une situation d'urgence extrême, ce qui fait qu'ils ont été largement centralisés et élaborés par les gouvernements centraux. C'est quelque chose qui ne doit pas forcément se reproduire à l'avenir, et le dialogue avec les partenaires sociaux, avec la société civile et avec les régions est d'extrême importance pour la mise en œuvre des plans, et c'est pour ça que une journée comme celle d'aujourd'hui est si importante pour nous, mais aussi dans la mise en œuvre de tout autre plan d'investissement à l'avenir. Donc la prochaine commission sera une commission d'investissement. Notre idée est que les leçons qu'on a tirées de cette expérience assez unique des 4 dernières années peut bénéficier au futur dessein d'un instrument de financement. Et que d'ici là, la concentration et le travail de tous en coopération est nécessaire pour finaliser l'ensemble de ces investissements et de ces réformes. Et je remercie fortement le Luxembourg de son soutien dans cet exercice, non seulement pour la mise en œuvre du plan luxembourgeois, mais aussi au sein du Conseil pour l'ensemble des autres plans nationaux. Merci de votre attention et un grand merci d'être ici. Merci beaucoup, Céline Gauer, pour ces explications très claires qui donnent une bonne vue d'ensemble de tout ce qui est en jeu ici. Vous l'avez vu, cette facilité de relance et de résilience est vraiment un instrument qui regroupe toutes les grandes priorités de la Commission européenne qu'on va aussi retrouver je crois qu'on peut le dire, dans les prochaines priorités du nouveau mandat. Et bien entendu, on veut que les États membres nous accompagnent sur ce parcours de réforme et d'investissement, et c'est pour cela que j'ai le grand plaisir d'inviter maintenant Bob Kiefer à nous présenter les milestones du plan national, du plan luxembourgeois de relance et de résilience, parce que comme tout État membre, le Luxembourg a également dû élaborer un tel plan national pour pouvoir bénéficier justement en contrepartie de ces fonds si précieux que l'Union européenne a réussi à débloquer au profit des États membres dans un contexte de crise. Absolument. Merci Anne, merci Céline. Chers collègues, chers tous, je pense que cette conférence illustre très bien la très bonne et très étroite coopération entre la Commission et les autorités nationales dans la mise en œuvre de ce plan et de Next Generation EU. En première ligne, cela concerne les équipes au sein du ministère des Finances et l'équipe qui assure la coordination nationale. Pierre Baustad et Lynn Gaima et les autres, ils sont là, ils sont tout timides, mais vous pouvez les rencontrer ensuite si vous voulez. Et même si c'est moi qui ai l'honneur de faire cette introduction, c'est eux qui font le travail au quotidien, ensemble avec les collègues de la Commission. Et puis il y a les autres collègues des autres ministères et des entités qui sont les porteurs des projets. La présence aujourd'hui des collègues du ministère de l'économie, de la Chambre du commerce, du LISER, montre qu'il s'agit bien d'un effort horizontal qui mobilise tant le secteur public que le secteur privé.
Les programmes de l'Union et le volet administratif des fonds peuvent être complexes. Vous avez parlé des requirements en termes d'audit. Certains disent parfois trop complexes, parfois abstraits. J'admets qu'on a dû me réexpliquer 3 fois les différents sigles pour que je les retienne bien pour aujourd'hui. NextGen, FRR, PRR, Repower, React, Invest. J'espère les avoir bien retenus maintenant. Mais ce qui importe, c'est d'aller dans le concret, donc. C'est de montrer les résultats. C'est d'en faire la promotion, ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est d'en parler en termes simples aux citoyens et aux entreprises. Et pour ma part, je prendrai donc quelques minutes pour illustrer la plus-value que Next Generation apporte à l'économie luxembourgeoise, et plus particulièrement en matière de mobilité verte, parce que c'est cela le sujet aujourd'hui. Alors, pour respecter la chronologie, je commencerai peut-être par la première composante du Next Generation, c'est-à-dire la facilité pour la reprise et la résilience. Le Luxembourg a soumis son premier plan en avril 21, et je pense qu'on a été parmi les premiers États à recevoir le feu vert de la Commission. Alors, globalement, notre plan repose sur 3 piliers, à savoir la cohésion sociale et la résilience, la double transition verte et numérique, ensuite l'innovation et la gouvernance. Dans un premier temps, nous avons bénéficié d'une allocation de 83 millions d'euros. C'est un montant qui est relativement modeste, pourrait-on dire. Et nous avons donc décidé d'adopter une logique finalement de cofinancement avec le budget national. Et en tant que directeur du Trésor, je ne peux que me réjouir de toute contribution européenne au financement de nos investissements. Et ce programme en présentait est évidemment une excellente opportunité. Puisque, vous le savez, Luxembourg s'est donné des objectifs très ambitieux en matière de transition énergétique et de mobilité durable. Et ce n'est donc pas un hasard si un des projets phares de notre plan est le programme de soutien pour les bornes de recharge pour voitures électriques. Ce programme a été lancé en juillet 22 et il fournit des subventions aux entreprises qui souhaitent installer des stations de recharge. Le programme est ouvert aux PME, également aux grandes entreprises, et le cofinancement européen permet de couvrir plus de 75% des coûts du projet qui s'élèvent à 40 millions d'euros. En accordant ces subventions, nous accélérons l'investissement privé dans la création des points de recharge et donc l'amélioration de l'infrastructure qui est indispensable au succès de la mobilité électrique. Et à ce jour, pratiquement 1500 points de recharge supplémentaires ont pu être financés par ce biais. Deuxième composante, le Repower EU. On l'a déjà dit, à l'issue, enfin, au vu de la guerre illégale de la Russie contre l'Ukraine, la Commission a mis à disposition une enveloppe budgétaire additionnelle pour réduire la dépendance des économies européennes au pétrole et au gaz russe et également pour accélérer la transition. Le Luxembourg a reçu le feu vert de la Commission pour ce chapitre de son PRR tout récemment, en fait en juillet de cette année. Et l'enveloppe budgétaire de notre PRR est ainsi passée à 241 millions, donc il a pratiquement, en gros, triplé. Le nouveau chapitre étend les efforts du PRR initial et il intègre 3 nouveaux investissements et également une réforme. Avec maintenant 80% des investissements dédiés à la lutte contre le changement climatique, notre PRR constitue d'ailleurs le plan le plus vert d'Europe, me semble-t-il, mais vous me corrigerez si on est... Si on essaye d'être trop optimiste sur ce point-là, mais voilà, 80%, le plan le plus vert. Et pour le volet de la mobilité, il inclut le projet Climat Bonus Mobilité. Et là, il s'agit de promouvoir la mobilité à zéro émission en allouant une aide financière aux citoyens, également aux entreprises, pour l'achat de véhicules et d'ailleurs également de vélos électriques. Alors, ça me semble tout à fait cohérent. On subventionne les bornes et également les véhicules qu'on pourra donc charger à ces bornes. Et ensuite, la troisième composante, le React EU. Alors, le Next Generation finance non seulement les PRR, mais également d'autres programmes, tels que le React, le Fonds pour une transition juste, Invest, encore RescEU et d'autres qui ne sont pas le sujet aujourd'hui. React constitue une extension des mesures mises en œuvre par le biais de l'initiative d'investissement mise en place en réponse à la pandémie du Covid.
Au Luxembourg, REACT a cofinancé la campagne de vaccination de l'ordre de 35 millions d'euros, le régime de chômage partiel de l'ordre de 70 millions d'euros et cofinance aujourd'hui l'électrification des bus pour 35 millions d'euros. Et vous avez peut-être déjà vu une étiquette avec les drapeaux européens apposés sur certains bus désormais électriques qui circulent en ville ou au travers du pays, des bus RGTR, c'est qu'ils sont cofinancés avec des fonds européens. Et c'est ainsi finalement que la boucle se ferme. Les fonds européens soutiennent le passage à zéro émission dans les transports, que ce soit les transports individuels ou alors les transports publics. Et donc, dans ce domaine, on le voit, ensemble, le gouvernement et la Commission, nous avons réalisé quand même des progrès remarquables. Mais beaucoup reste encore à faire. Et je pense que c'est autant de matière à discuter maintenant à la table ronde. En tout cas, pour ma part, je vous remercie vivement pour votre intérêt, remercie vivement la Commission pour l'organisation de cette manifestation. À vous tous, merci pour votre participation et je vous souhaite une discussion tout à fait intéressante. Merci. Merci beaucoup, Bob Kiefer. Merci aussi d'avoir illustré que c'est un effort collectif. Qu'il ne suffit pas que la Commission mette en place les instruments, il faut aussi les remplir de vie et pour cela on a besoin de la solidarité des États membres, évidemment. Voilà, alors que maintenant que nous en savons plus sur le cadre général du RRF et du plan luxembourgeois également et de leur contexte, consacrons-nous dès à présent à ce volet qui va mériter un peu plus d'attention, à savoir la mobilité verte. Ici au Luxembourg, c'est un sujet qui est très très largement discuté, qui polarise aussi parfois parce que la voiture est chère aux Luxembourgeois. C'est donc un pays qui compte parmi le plus grand nombre de voitures par 1000 habitants au sein de l'Union européenne. C'est aussi le pays qui connaît le trafic routier le plus important ou parmi les plus importants des États membres, et une consommation d'essence aussi bien au-dessus de la moyenne européenne, ce qui est dû aussi au fait que le prix de l'essence est assez avantageux par rapport au prix pratiqué dans les États membres. Donc, c'est un sujet qui est régulièrement discuté avec de tous les côtés possibles, la mobilité verte. Donc, il faut savoir que la mobilité verte fait partie du pilier transition verte de la facilité de relance et de résilience. Et ça tombe bien parce que nous sommes en plein dans la semaine européenne de la mobilité en plus. Donc, c'est un sujet qui devrait nous intéresser tous. Et comme Céline Gauer l'a dit, cette décarbonation et l'investissement dans la décarbonation est un des points clés du rapport Draghi qui a été présenté la semaine dernière et qui va nous occuper encore beaucoup dans les années à venir parce qu'il va falloir en implémenter les conclusions principales. Ceci étant dit, je peux d'ailleurs éteindre ce micro. Voilà. J'ai donc le plaisir maintenant d'inviter à rejoindre notre panel nos experts qui vont éclairer et illustrer ce sujet de la mobilité verte, chacun par un angle différent. Donc, à commencer par un représentant de la Commission, mon collègue Jacob Wegener-Friis. Jacob, vous pouvez déjà vous asseoir, qui sera accompagné de Simeon Hagspiel, qui se cache au fond de la salle. Simeon Hagspiel, le commissaire du gouvernement à l'énergie au Luxembourg, bienvenue. Ensuite, Philippe Gerbet du l'ISER, bienvenue. Et, last but not least, Anthony Villeneuve de la Chambre de commerce du Luxembourg. Vous l'aurez remarqué, notre panel ne correspond pas vraiment à l'idée que nous, on s'est fait de l'égalité des genres. Je m'en excuse, mais je crois que Céline et moi-même, on compense quand même un tout petit peu la composition du panel purement masculin. Voilà. Donc, bienvenue tous. Je vais vous présenter un tout petit peu parce que vous avez tous un profil très différent. Donc, Jacob
Vous êtes directeur à la Direction générale Affaires économiques et financières de la Commission européenne chargée de la surveillance économique et budgétaire de 10 États membres, dont le Luxembourg. Et vous étiez également, jusqu'en 2023, chef de cabinet adjoint du commissaire Gentiloni. Vous étiez chef d'unité à la DG Affaires financières responsable des politiques et de la coordination de la surveillance économique. Et comme moi, vous avez aussi fait un passage à la représentation permanente de votre pays natal, le Danemark, à Bruxelles. Simeon Hagspiel, vous êtes un expert vraiment bien connu maintenant au Luxembourg, donc dans tout ce qui concerne l'énergie. Avant de devenir commissaire à l'énergie du Luxembourg, vous avez occupé différents postes d'experts techniques et de consultants dans des pays avoisinants du Luxembourg, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. Et dans vos fonctions actuelles, vous êtes le responsable gouvernemental de la sécurité de l'approvisionnement énergétique au Luxembourg, un sujet qui nous occupe depuis un certain moment maintenant, plus particulièrement depuis 2022. Et vous êtes aussi le chef de file pour de nombreux dossiers dans les domaines de l'infrastructure et du développement du marché, y compris la mobilité électrique. Ensuite, Monsieur Philippe Gerbet, donc vous avez consolidé vos connaissances dans l'analyse de la mobilité quotidienne depuis votre arrivée au LISER, le Luxembourg Institute for Socio-Economic Research, en 2001, donc déjà un long parcours au sein de cette institution bien connue au Luxembourg, après avoir consacré votre thèse de doctorat en géographie aux questions de la mobilité résidentielle, de la ségrégation socio-spatiale et de la gentrification. Et la mobilité active et le bien-être sont des sujets qui vous occupent tout particulièrement. Ensuite, Anthony Villeneuve de la Chambre de commerce du Luxembourg. Vous êtes économiste au sein de la Chambre de commerce et vous êtes en charge notamment des sujets qui nous occupent aujourd'hui, énergie, environnement, défense, mobilité, mais aussi la compétitivité. Donc tout ça, ce sont des sujets, comme Céline l'a souligné, qui sont liés étroitement aujourd'hui, plus que jamais. Et vous êtes aussi un des auteurs du bulletin économique Voitures électriques au Luxembourg, maîtriser la transition face aux défis dont on va parler tout à l'heure. Voilà, donc j'en passe au premier round. Vous avez chacun 3 minutes pour répondre à des questions sur la facilité pour la reprise et la résilience, volet européen et volet national. Ma première question s'adresse à Jacob. Jacob, donc le Luxembourg, on l'a entendu de la part de Bob Kiefer, bénéficie quand même d'un certain montant au sein de cette facilité. Est-ce que le Luxembourg a en fait besoin de ce coup de pouce de la Commission? Est-ce qu'il fait assez? En quoi est-ce que la RRF est utile pour le Luxembourg? Quelle différence la facilité de relance et de résilience fait théoriquement pour le Luxembourg? Merci Anne et merci pour équilibrer ce panel masculin sur un sujet que je pense n'est pas forcément un sujet très masculin normalement, la mobilité verte. Comme vous l'avez mentionné à juste titre et M. Kiefer aussi, le plan luxembourgeois soutient plusieurs mesures. Il y a évidemment les 2 gros investissements et comme vous l'avez dit, la semaine prochaine, le Conseil européen des ministres donne son appui formel, final, pour un triplement du plan luxembourgeois et ça permet effectivement d'investir 83 millions dans le chapitre Repower et ça, ce sont des subventions pour des personnes physiques d'acheter des véhicules propres. Ce sont des véhicules, ce sont aussi des mopeds, ce sont des bicyclettes électriques, etc. Et ça joue au premier investissement qui était le roll-out de ces bornes de rechargement. En plus, comme Céline l'a dit, ce n'est pas uniquement une question d'investissement, il y a en même temps les réformes. Et ici aussi, au Luxembourg, il y a une réforme importante qui sont les cibles très précises sur l'achat du pouvoir public, des entités publiques, des véhicules propres, c'est-à-dire les voitures, les bus,
le plan pour mettre tout bus public propre en 2025. Donc, effectivement, les investissements, les réformes, ça va ensemble. Donc, cette dotation, de notre côté, c'est-à-dire que presque la moitié du plan luxembourgeois est dédiée à la mobilité verte. La moitié. 80% à peu près pour le chapitre vert, pour la transition écologique, mais plus précisément la moitié pour la mobilité verte. Et pourquoi cette priorité-là? Parce que l'ambition qu'on s'est donnée ici au Luxembourg pour réduire les émissions du transport routier, évidemment, c'est quelque chose qui s'inscrit directement dans l'agenda européen. Donc, le reflet positif entre l'agenda européen et luxembourgeois est très clair. Et quelles sont les bonnes raisons? Quelles sont les raisons clés? D'abord, mitigation du changement climatique, c'était mentionné. Au niveau européen, il y a à peu près 25% des émissions de gaz à effet de serre qui vient du transport routier. Au Luxembourg, si je ne me trompe pas, c'est plus que la moitié. Et évidemment, l'électrification des transports peut réduire considérablement ces émissions-là. Ensuite, il y a amélioration de la qualité d'air, ça c'est très connu aussi, qui, dans ce pays, est lié aussi à un problème de congestion depuis longtemps. C'est-à-dire que les véhicules électriques ne produisent évidemment aucune émission de gaz, et ça peut améliorer le quotidien, la vie, la santé publique pour beaucoup de monde. Et troisièmement, la réduction de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. Vous avez mentionné, la voiture est chère aux Luxembourgeois. Oui. Le combustible fossile est moins cher, dans un sens économique. Et en promouvant les transports électriques, l'Union vise évidemment à réduire plus généralement sa dépendance à l'égard des importations des combustibles fossiles, et ça peut améliorer la sécurité énergétique de l'Union. Et donc, ce qu'on fait avec la FRR, ou le plan luxembourgeois, c'est de soutenir et renforcer les engagements, les actions des autorités luxembourgeoises. On a fait, comme vous le savez, une introduction du transport public gratuit il y a quelques années. On a élargi aussi le réseau de transport public. En même temps, il faut aller au-delà de ça si on veut atteindre des cibles de réduction des émissions au Luxembourg, et c'est-à-dire l'électrification du transport public et privé est primordiale pour atteindre ces objectifs-là au Luxembourg et sur le plan européen. Merci. Merci beaucoup, c'est très clair. Donc à nouveau, on voit qu'il y a énormément de volets qui peuvent être adressés par cet instrument et qui nous permettent d'avancer plus rapidement en fait vers les objectifs qu'on s'est donnés dans un contexte hors crise par la Commission. Et donc beaucoup d'avantages aussi pour le Luxembourg, Jacob, comme vous l'avez décrit. Alors la prochaine question, c'est pour Simeon Hackspiel en tant que commissaire du gouvernement à l'énergie. Est-ce que vous partagez cette analyse positive et comment les initiatives qui sont soutenues par le plan luxembourgeois s'inscrivent-elles dans les efforts de mobilité verte du Luxembourg? Merci pour cette question et très content d'être ici. Tout d'abord, je partage l'avis tout à fait positif que le cadre était très positif dans le sens qu'on pouvait soutenir un certain nombre de projets qui autrement auraient été difficiles à promouvoir. Hein. Donc tout à fait, c'était vraiment positif dans ce sens. Mais pour commencer, je voulais souligner que la mobilité verte a toujours été une priorité pour le gouvernement avant ce plan européen. Mais ce plan a vraiment aidé à soutenir un certain angle de la mobilité verte, c'est-à-dire les bornes de recharge, mais dans une prochaine étape aussi les véhicules électriques.
Ce qu'on a fait en 2020 était une analyse du marché et on a constaté une certaine défaillance du marché pour les bornes électriques. Et c'était dans ce contexte-là qu'on voulait, qu'il y avait une volonté politique pour soutenir ces infrastructures au Luxembourg. Le contexte, le plan, la facilité pour la reprise et la résilience donnait vraiment un cadre pour formaliser, pour structurer et pour financer ce régime d'aide. Pour être très honnête, ça a aidé aussi un peu à convaincre les collègues du ministère des Finances pour financer le projet. Hein. C'est comme d'habitude, hein, le financement d'un régime d'aide, ça se discute. Hein, et je dirais que c'était quand même un contexte assez positif dans ce sens-là aussi qu'on avait un moyen de financement avec les 30 millions d'euros, un budget total de 40 millions d'euros, ça donnait quand même un coup de pouce hein, pour pouvoir faire voler ce projet. Puis après, le plan donnait aussi une certaine structure à la discussion avec les services de la Commission. Comme il s'agit d'une aide d'État, hein, on était dans l'obligation de discuter les spécificités, vraiment le projet de loi hein, qu'on rédigeait avec les services de la DG Compet. Hein, et là aussi, ce cadre du plan donnait vraiment une certaine structure à la discussion et je voulais prendre l'opportunité pour remercier vraiment aussi à ce niveau-là la Commission pour les excellentes discussions qu'on a eues dans ce contexte-là. Après, suite à la mise en œuvre du régime d'aide, et c'est un peu difficile à ajouter beaucoup de détails parce que Bob a déjà expliqué où on est aujourd'hui, on pouvait installer 1500 bornes supplémentaires et je voulais souligner dans ce contexte-là qu'il s'agit vraiment de beaucoup de bornes assez puissantes hein, et on parle souvent des différents besoins, des bornes de recharge à la maison, au travail, etc. Mais ici, avec ce régime d'aide, on a soutenu vraiment aussi ce domaine de bornes de recherche rapides qui, pour les utilisateurs, sont cruciales afin de permettre aussi la recherche sur la voie publique, mais aussi dans les entreprises. Il a été évoqué déjà que le régime d'aide n'est pas le seul régime qui a été soutenu par la facilité. Et je crois que c'est vraiment avec cette prolongation et le soutien aux véhicules électriques qu'il se voit que c'est vraiment un plan cohérent, un ensemble cohérent de soutien aux différents éléments de l'électromobilité électrique. Et ça se voit aussi dans les chiffres, pas seulement pour les bornes de charge, mais aussi pour les véhicules. Et je voulais justement citer quelques statistiques récentes. Et effectivement, comme les voitures sont chères aux Luxembourgeois, on a un certain turnover, hein, un pouvoir d'achat qui s'exprime aussi dans l'achat des véhicules. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, avec un taux de 36% des immatriculations des véhicules électriques, hein, on est arrivé à un taux pénétration de véhicules électrifiés de presque 12% déjà aujourd'hui. On est parmi des pays européens les plus avancés dans ce sens-là aussi. 12%, ça veut dire qu'il reste beaucoup de choses à faire afin de soutenir encore plus, afin de vraiment décarboner ce secteur qui, en effet, a beaucoup d'émissions à gaz d'effet de serre. Merci. Merci beaucoup, Siméon.
Donc, vous l'avez dit, effet de boost quand même de la part de la facilité pour les efforts nationaux qui étaient déjà préexistants avant la mise en œuvre de cet instrument, évidemment. Donc, très intéressant de voir aussi cette dynamique qui s'est créée quand même un nouveau rebond depuis l'introduction en 2001 et depuis 2022, le Repower EU, en ce qui concerne l'électrification des transports au Luxembourg et de la mobilité verte en général. Alors maintenant, Monsieur Gervais, le regard du chercheur, il est très intéressant parce que ça fait donc presque, si je compte bien, 25 ans, j'ai un peu arrondi vers le haut, que vous vous occupez de cette question absolument passionnante parce que ça concerne quand même plusieurs dimensions, plusieurs volets de notre vie aussi à nous tous, de tous les citoyens. Alors, quelle est votre analyse de la situation de la mobilité au Luxembourg, mais aussi de la mobilité verte ici au Luxembourg? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Oui, c'est vrai que c'est un débat qui nous passionne depuis de longues années au LISER. Alors pour répondre à votre question, je dirais que pour l'instant j'ai un peu de mal à répondre à la question dans le sens où en tant que chercheur, il nous manque toujours des données récentes. C'est toujours compliqué d'avoir. Alors on a évoqué certains chiffres, mais qui ressortent davantage de l'offre de transport, alors que nous on s'occupe davantage de la demande de transport. Donc pour avoir des chiffres récents, c'est compliqué. On essaye de faire le maximum avec le ministère de la Mobilité et des Travaux publics qui œuvre vraiment dans le bon sens par rapport à de nouvelles enquêtes, etc. Et donc ça va vraiment dans le bon sens. Alors, pour essayer de répondre, je ressors certains aspects sur lesquels on a travaillé. Alors, moi, pour ma part, comme je suis géographe, l'espace et les individus m'intéressent et leurs interactions. Et par rapport aux derniers chiffres sur lesquels on a travaillé, c'est notamment les chiffres du recensement. Donc je vous invite à aller sur le site du Statec où il y a les derniers chiffres d'exploitation du recensement qui a eu lieu en 2021. Et donc on n'a pas encore exploité, hélas, les chiffres liés au mode de transport, notamment au mode de transport domicile-travail, domicile-école. Ceci étant, j'ai des résultats un petit peu provisoires, en exclusivité. Non, mais c'est vraiment provisoire pour le moment. Toujours est-il que, pour revenir sur les chiffres qui, eux, ne le sont pas, pour répondre vraiment directement à la question, je dirais, tend-on vers la mobilité verte? Je dirais réponse de Normand, oui et non. Non, dès lors qu'il s'agit de l'aménagement du territoire, dans le sens où il y a une polarisation très forte des activités, ce qui fait que c'est une spécialisation très forte du territoire et ce qui nécessite évidemment des déplacements plus nombreux. Donc forcément, on va dire qu'une mobilité verte, la meilleure mobilité verte est la mobilité qu'on ne fait pas. Voilà, ça a l'air un peu bête, mais quand même, ça va mieux en le disant. Ça, c'est la première chose. Donc forcément, dès lors qu'il y a spécialisation de l'espace, il y a davantage de déplacements. Ça, c'est une première chose. Alors même si elle peut être électrique, et même si cette mobilité peut être électrique, les émissions de gaz à effet de serre existent tout de même pour la production, etc. Bref, donc il y a un problème évidemment à ce niveau-là, on le voit. Il y a la question des frontaliers. Par définition, les frontaliers ne sont pas au Luxembourg, donc doivent se déplacer, même s'il y a eu une amélioration vis-à-vis du télétravail, etc. Et bien sûr, le Luxembourg œuvre pour l'amélioration du télétravail, donc voilà. Et puis, il y a la question des modes de vie, évidemment, où on en avait encore reparlé tout à l'heure, oui, où les personnes sont... Il n'y a pas que les Luxembourgeois, je vous rassure, il y a aussi les autres, et les frontaliers sont aussi accros à la voiture. Et donc ça, c'est vrai que c'est une question de mode de vie, mais c'est aussi, il faut dire ce qui est. Moi qui ne suis pas forcément pro-voiture, j'essaye de prendre les transports en commun le plus possible pour venir. Si maintenant je demande à la salle si vous êtes venu en transport en commun pour arriver ici, je ne sais pas à combien j'arriverai de pourcentage. Moi, par exemple. Levez la main. On fait un petit test. Donc, quand même pas mal. Voilà. Hein. Mais pourquoi on a pu venir en transport en commun? Parce qu'on est en ville. Et parce qu'il est gratuit aussi, non? Et parce que vous avez vu, par exemple, un changement dans le comportement des résidents suite à l'introduction de la gratuité des transports publics? On me pose très souvent la question et on ne peut pas y répondre.
Pourquoi? Pour deux raisons. La première, c'est que ça s'est passé au moment du Covid, donc déjà il y a collapse par rapport à ça. Donc, et deuxièmement, il n'y a pas eu d'études avant-après. Donc, ce qui fait qu'on est obligé d'attendre. Donc là, comme dit, avec le recensement, on a une petite idée. Mais et en plus, il y avait l'introduction du tram, etc. Donc, il y avait quand même des infrastructures totalement différentes qui sont apparues à peu près en même temps. Donc, il est très difficile de répondre à la question. Alors, on peut avoir des approximations. C'est vrai qu'au niveau là de ce qu'il en ressort, apparemment vis-à-vis du domicile-travail, entre les années, alors juste donner 2-3 chiffres. Dans les années 1980, on était grosso modo, pour faire simple, moitié voiture pour faire domicile-travail, un quart mobilité douce et un quart transport en commun. On est monté jusqu'à plus de 75% pour la voiture dans les années 2000. Donc on est passé de 50 à 75. Et donc, vous voyez la différence. Et donc le MODU, effectivement, ça fait un moment que le ministère de la Mobilité travaille en faveur de la mobilité verte, la mobilité douce, etc., vise à avoir 53% de voitures privées pour le MODU 2 en 2035. Voilà, actuellement, selon les chiffres très provisoires, on a un léger fléchissement de l'utilisation de la voiture depuis entre 2011 et 2021. Donc on est grosso modo, on serait à moins de 70% d'utilisation de la voiture au lieu de 74-75%. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Donc on s'en réjouit évidemment, mais il y a encore du travail pour baisser de moins 20 points de pourcentage. Donc on en est encore loin. Et un des soucis, il y a aussi une amélioration des modes doux, vélo ou comment dirais-je, marche à pied, et une enfin là on va dire non significative, mais à voir, augmentation des transports en commun, où le tram n'aurait pas énormément de points comment dirais-je, de pourcentage, mais ça demande confirmation, donc je ne vais pas fournir les chiffres. Voilà, ça c'était pour vous donner un petit panorama concernant cette évolution récente des pratiques de transport. Vaste sujet. Je crois qu'on pourrait encore continuer la discussion, mais je vais maintenant inviter notre prochain panéliste, cette fois-ci un économiste, à nous donner son point de vue et aussi en tant que co-auteur d'une étude très intéressante dont on aimerait bien entendre les principales conclusions, parce que je ne sais pas si les gens connaissent déjà cette publication, est-ce qu'elle a été largement diffusée, mais je crois que c'est une excellente occasion ici aujourd'hui pour la faire connaître un tout petit peu mieux. Alors, elle a été diffusée, elle est téléchargeable sur le site de la Chambre de commerce. Un préalable avant de parler de la voiture électrique, puisque c'est le sujet de cette étude, puisqu'on parle ici de la mobilité verte, on ne peut pas aborder la question de la voiture électrique sous l'angle environnemental sans poser la question du mode de production d'énergie. Puisque rouler une Tesla alimentée avec de l'électricité produite à partir d'une centrale à charbon, je vous laisse imaginer l'impact environnemental que ça peut avoir. Donc ça, c'était un préalable. Ceci étant dit, sur la transition vers la voiture électrique, cette étude dit plusieurs choses. D'abord que cette transition, elle est inéluctable pour au moins 3 raisons. La première, elle est réglementaire. C'est qu'il y a un règlement qui dit qu'en 2035, à partir de 2035, on ne pourra plus commercialiser de véhicules thermiques en Europe. Donc ça, c'est une échéance. Jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas encore été remise en cause. La deuxième, elle est environnementale. Vous l'avez dit tout à l'heure, les objectifs de réduction des émissions, ils sont très ambitieux. Au Luxembourg, ici, on ambitionne dès 2030 de réduire de 55% nos émissions. Et pour ça, on va avoir besoin de décarboner la mobilité puissamment, puisque le transport, c'est 60% des émissions hors ETS au Luxembourg. Donc, c'est vous dire le levier que constitue la décarbonation de la mobilité pour atteindre ces objectifs environnementaux. Et puis, une troisième raison, c'est une raison économique. Pour se mettre en conformité avec ce règlement européen de 2035, cette échéance de 2035, les constructeurs automobiles ont engagé une vaste opération de transformation de leur outil industriel
qui est un mouvement vraiment inéluctable. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Je vous rappelle les propos de Carlos Tavares, le président Stellantis, quand au moment de la campagne des européennes, certains faisaient courir la petite musique que 2035, il allait falloir revoir cet objectif. Il avait répondu, attendez, moi je conduis un avion lancé à pleine vitesse dans l'électrification, je ne peux pas faire machine arrière. La transition industrielle, elle est engagée. La deuxième chose qu'on dit, c'est que cette transition, au Luxembourg en tout cas, elle est largement amorcée, mais que les ambitions qui avaient été initialement fixées ne seront pas atteintes, ou sans doute pas atteintes. Sur les parts de marché, vous avez cité tout à l'heure des chiffres. Je pense que vous intégriez les plug-in hybrides dans le total. Voilà. Sur les purs électriques, fin juillet, on était à 6,73% du parc et 27,57% des parts de marché. C'est bien, c'est mieux que de nombreux pays européens. Cela dit, je rappelle que l'objectif initial du Luxembourg, c'était d'atteindre 49% du parc en 2030 en électrique ou plug-in hybride. On n'y sera pas, clairement. C'est quasiment mathématiquement impossible. En revanche, on démontre dans l'étude que si on suit le rythme de progression des ventes de voitures électriques aujourd'hui, l'échéance de 2035 de 100% de voitures neuves électriques, elle n'est pas du tout délirante et hors de portée. On est vraiment dans la bonne direction, à condition que cette transition, elle continue d'être accompagnée, et c'est la troisième conclusion de cette étude, c'est que cette transition doit être accompagnée. On a vu ce qui s'est passé au début de l'année, notamment en Allemagne, avec l'arrêt brutal des aides financières et la diminution brutale des ventes de voitures électriques. Aujourd'hui, les subsides financiers, ils restent indispensables pour accélérer l'électrification des flottes. Donc il est important de les maintenir, mais de manière plus ciblée et plus efficace dans un souci de bonne gestion des finances publiques. C'est ce qui est fait au Luxembourg. Il y a un projet de règlement grand-ducal en cours d'examen qui modifie un petit peu le régime d'aide de façon beaucoup plus restrictive avec des émissions, des consommations électriques minimales qui ont été ajustées. C'est ce qui est fait par exemple en France, où on a intégré un critère de bilan carbone global du véhicule pour déterminer l'éligibilité aux aides. Et cet accompagnement, il ne doit pas être uniquement sur les aides à l'achat. Nous, on a 18 propositions dans le rapport, plusieurs points qui sont aujourd'hui problématiques. L'un des principaux, ça concerne l'occasion. C'est un point très important. Aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas au Luxembourg, il n'y avait pas d'aide à l'achat aux véhicules électriques d'occasion. C'est en train de changer. C'est intégré dans le projet de règlement grand-ducal en cours d'adoption. C'est paradoxal parce que le principal vecteur du déploiement des véhicules électriques, c'est le leasing. C'est des voitures qui sont changées très régulièrement. Et c'est pas uniquement une spécificité luxembourgeoise. On loue une voiture électrique aujourd'hui plus qu'on ne l'achète. Et on va avoir des quantités très très importantes de véhicules électriques qui vont se retrouver sur le marché de la seconde main et qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Et c'est un vrai obstacle au déploiement de la flotte, en tout cas à l'accélération de la flotte. Et puis le deuxième point sur lequel on alerte, ça a été dit, il y a eu vraiment des efforts très importants faits au Luxembourg pour le déploiement des bornes de charge et le pays a vraiment pris de l'avance sur ce sujet. Il y a encore un trou dans la raquette, c'est sur les charges à domicile en habitat collectif, qui reste aujourd'hui le point faible un petit peu du dispositif. Aujourd'hui, si vous habitez en maison individuelle, c'est très facile d'avoir une voiture électrique, de la brancher devant chez vous. Quand vous habitez en résidence, c'est souvent difficile. Il y a des obstacles, notamment réglementaires, qui restent encore à lever, et ça, c'est très important. Et puis, pour terminer, dans ce rapport, on alerte aussi sur les conséquences économiques de cette transition, que pourrait avoir cette transition si elle n'était pas associée à des stratégies économiques ambitieuses. C'est exactement ce que dit le rapport Draghi, qui a été publié la semaine dernière, qui pointe le fait qu'en mettant des objectifs environnementaux qui ne sont pas alignés avec des politiques industrielles cohérentes, on s'expose à de grandes difficultés. C'est ce qu'on a observé sur le marché de la voiture électrique ces dernières années, avec l'émergence de nouveaux concurrents qui ont pris des parts de marché aux industriels européens. Et il est important de surveiller ça de très près. Merci beaucoup, super intéressant. Là aussi, donc on a vraiment entendu différents points de vue sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui, donc de la part d'un fonctionnaire de la Commission, de la part d'un expert en énergie, de la part d'un chercheur et de la part d'un économiste. Selon vous, et j'en passe au deuxième round des questions avant de vous donner à vous, public, la parole pour poser vos questions.
chacun de vous, j'aimerais vous poser la question simple, mais peut-être pas si simple à répondre. Quelles mesures supplémentaires le Luxembourg pourrait-il prendre pour décarboner les transports? Que considérez-vous comme une prochaine priorité d'investissement et de réforme? Parce qu'on a parlé de ces investissements et réformes nécessaires. Peut-on faire mieux ici au Luxembourg? Si oui, comment? Anthony Villeneuve. Oui, 3 points. Je vous ai parlé de voiture électrique. Premier point, c'est aller plus loin que la voiture électrique. C'est-à-dire que quand on analyse un petit peu les scénarios de croissance démographique et croissance de l'emploi au Luxembourg, si le rythme de progression du parc automobile continuait au même rythme et grossissait autant que la population va grossir dans les 20 prochaines années, ce serait une folie pure et ce ne serait pas possible, quand bien même toutes ces voitures seraient électriques. Donc évidemment, miser sur les transports en commun, c'est ce qui a été. Il y a eu d'énormes efforts qui ont été accomplis au Luxembourg sur ce point, ça a été dit. Donc il faut absolument poursuivre dans ce voie. L'enjeu majeur, c'est bien le report modal, c'est d'aller de la voiture individuelle vers le transport collectif ou le transport de mobilité douce. Le deuxième point, particularité luxembourgeoise cette fois-ci, ça a été évoqué, c'est décarboner le transport frontalier. Sur le transport en commun intra-Luxembourg, beaucoup ont été faits, je l'ai dit, sur le rail, sur le tram. C'est vraiment une politique assez exemplaire. En revanche, sur le transport frontalier, on a des infrastructures qui sont en phase de progression, mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout adaptées à l'enjeu et à l'enjeu vital d'un point de vue économique pour le Luxembourg que constitue le travail frontalier, avec des distances domicile-travail qui sont très élevées, ça a été dit. Et troisième point, c'est lié à la stratégie de diversification économique du Luxembourg sur les activités logistiques, où le Luxembourg aurait tout intérêt à être en pointe sur la décarbonation du transport de marchandises et de la logistique. Là aussi, je pense que le pays a pris de l'avance, notamment sur le hub multimodal de Bettembourg, qui est un outil absolument exemplaire et performant. Mais qu'il faut aller plus loin, jusque dans la livraison au dernier kilomètre. C'est aussi un élément qui ressort du rapport Draghi, où on s'aperçoit que l'Europe a encore de l'avance sur certains points qui concernent la décarbonation, notamment sur le volet hydrogène, qui est un volet d'avenir pour le transport de marchandises. Et il est important de ne pas perdre cette avance et d'investir dans ce domaine-là. J'espère qu'elles sont notées par ceux qui travailleront dessus. Alors, le chercheur, Monsieur Gerbet, quelles sont, selon vous, les priorités à attaquer dans un avenir proche par le Luxembourg pour être encore mieux en ce qui concerne la décarbonation, la mobilité verte? Tout d'abord, je partage effectivement ce qui vient d'être évoqué. Évidemment, favoriser les transports en commun, beaucoup a été fait. Il faut continuer parce qu'on avait énormément de retard. Depuis les 20 dernières années, l'effort est considérable, depuis surtout les 10 dernières années, mais comme on avait sans doute 20 ans de retard, ça prend, et puis ça prend du temps, puisque c'est quand même de lourdes infrastructures. Et parmi ces infrastructures, ce qu'on oublie souvent, c'est que pour bénéficier des transports en commun, il faut pouvoir favoriser le rabattement à ces transports en commun. C'est-à-dire qu'il faut favoriser, par exemple, la mobilité douce, pour arriver à ces transports en commun. Je suis désolé, mais simplement pour utiliser, alors moi qui pratique un peu de vélo, quand on débute avec le vélo, on va dire, que ce soit au Luxembourg ou ailleurs, la signalisation, elle est quasi inexistante. Alors que, et bien sûr, les mesures de sécurité par rapport aux lignes de vélo sont difficiles également. Donc ça, je pense que de favoriser, et ce sont des infrastructures qui, pour le coup, ne sont pas onéreuses. Là où j'aimerais bien insister aussi, c'est sur les aspects je parlais avant de spécialisation des espaces. Alors on parle souvent de conciliation, vie familiale, vie professionnelle, ce genre de choses pour le bien-être des personnes, évidemment. Mais on entend un petit peu, c'est notamment Carlos Moreno qui vient avec, et je sais qu'un ministère, enfin plusieurs ministères d'ailleurs, travaillent sur ces questions de ville du quart d'heure.
Donc ça concerne un petit peu la question de l'aménagement du territoire. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le logement, l'habitat est intimement lié à la mobilité verte. Vous aurez plus facilement de mobilité verte quand vous aurez une mixité, qu'elle soit sociale, une mixité économique, environnementale, avec une certaine densité. On parle de ce que disait Michel Dussault il y a déjà plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'une ville? C'est de la diversité et c'est de la densité. Et tant qu'on arrive, on y travaille au Luxembourg. La spécialisation est contre la diversité, mais il s'avère qu'au niveau densité, c'est vrai que l'espace se densifie de plus en plus au Luxembourg, et la densité n'est pas toujours négative en soi. Donc ça, c'est un deuxième point. Je pense que la question de l'acceptabilité aussi par rapport aux personnes. Les personnes, dès lors que, et on l'a évoqué aussi ici, dès lors qu'il y a des subventions, dès lors qu'il y a des incitations par les politiques publiques, les gens, on parlait du transport gratuit, évidemment, c'en est une, mais bon, qui s'adresse à tout le monde, donc là, c'est peut-être pas très très bien ciblé, mais effectivement, ça rejoint aussi un petit peu ce qui a été dit, donc de sensibiliser les personnes pour avoir une meilleure acceptabilité et éventuellement, non pas forcément de changer de mode de vie, mais d'avoir un petit peu moins d'incitation à toujours. On dit toujours la mobilité, c'est un droit, oui, c'est un droit évidemment, mais ce n'est pas forcément une incantation en soi. Comme je disais, le meilleur déplacement, c'est celui. Je ne veux pas dire que c'est celui qu'on ne fait pas, mais on a plutôt tendance à favoriser les déplacements que de ne pas les favoriser. Un des derniers points que j'aimerais souligner, c'est, alors ça va vous paraître un petit peu bizarre, mais ça rejoint cette question d'acceptabilité. À travers une étude qu'on a effectuée avec des économistes au LISER, et le rapport est sorti en janvier dernier, eh bien, c'est un peu décalé, mais c'est de favoriser l'éducation. Ça rejoint un petit peu la question de la sensibilisation, mais il s'avère que, toutes choses égales par ailleurs, dans nos modèles, on voit que plus on est diplômé, plus on aura tendance à favoriser les déplacements verts, à favoriser la mobilité douce, à favoriser, bien sûr, à contexte équivalent, comme dit, à toutes choses égales par ailleurs, donc entre guillemets, à profiter, façon de parler, des incitations délivrées par les politiques publiques. Donc c'est un petit peu sur ça que je pense qu'il faudrait s'attarder également. Très bien, merci beaucoup. Qu'en pense notre commissaire du gouvernement à l'énergie? Merci pour la parole. Et tout d'abord, je voulais juste évoquer un petit détail qui me semble important, le bilan environnemental des véhicules électriques est déjà aujourd'hui beaucoup mieux que celui des véhicules fossiles. Juste pour être très clair sur ce point. J'espère qu'on est d'accord sur ce point-là. Absolument. Très bien. Je crois que c'est parce que ça se discute de temps en temps, oui, toujours, très souvent, mais voilà, je crois que c'est important. Parfois, on est un peu dans le domaine de la désinformation là aussi, donc c'est bien de rectifier un peu, de préciser, de nuancer, disons, de nuancer. Puis pour les différents angles de la mobilité verte, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit déjà. Les différents modes de transport, je me permets de faire référence, même si c'est pas mon ministère qui s'en occupe, mais au plan de la mobilité, plan national de la mobilité, 35, qui décrit les différents défis et aussi la stratégie du gouvernement pour y arriver. Les transports en commun, les réseaux ferroviaires, etc. Pour les véhicules, effectivement, la sensibilisation est importante. Les early adopters ont probablement déjà acheté leur véhicule électrique. Et là, on passe vraiment à une masse critique de clients qui doit être convaincu. C'est pas évident. Et je crois qu'il faut tout à fait adapter aussi les modes de communication, etc. Aussi l'offre. Et heureusement, l'offre se développe bien, je dirais, de véhicules, etc. Donc, oui, vraiment rendre l'électromobilité, la décarbonation des modes de transport
normal et mainstream, hein, si vous voulez. Je crois que c'est assez important. Les bornes aussi, si les résidents sont le seul trou qui reste, je suis assez content. Hein, merci pour ce compliment. Je crois qu'effectivement, on a déjà bien travaillé, mais il reste aussi dans ce domaine-là pas mal de choses à faire aussi afin de développer davantage les bornes sur la voie publique, etc. Hein, donc, ça reste un certain chantier. Et moi, personnellement, et ça a un lien avec les statistiques du Luxembourg aussi dans le secteur du transport, c'est les véhicules lourds et le transport hein, des marchandises, et ça concerne notamment aussi les flux transfrontaliers. Pour le Luxembourg, extrêmement important. C'est dans ce contexte-là aussi qu'une bonne collaboration au niveau européen est cruciale. Et on touche aussi au sujet de l'hydrogène, hein, mais même si l'importance reste un peu oui, à définir, à voir aussi. Hein. Voilà, je passe la parole. Ça, c'est un autre chantier, l'hydrogène, mais certainement un domaine à creuser aussi dans les années à venir. Vous l'avez nommé la coopération européenne. Jacob, vous avez une très bonne vue d'ensemble de ce qui se passe dans d'autres pays membres de l'Union européenne. De quel pays est-ce que le Luxembourg pourrait s'inspirer, sachant que c'est quand même un pays spécifique dans la mesure où on se trouve en région transfrontalière, au cœur de la grande région, avec tous les flux dont on a parlé, qui rentrent et qui sortent tous les jours, et qui ont donc un impact sur les émissions de CO2 ici au pays. Mais de quel pays est-ce que le Luxembourg pourrait en apprendre un peu plus? Oui, en fait, donc, mais juste pour prendre le relais de ce que Siméon dit, effectivement, en France, donc, le plan français prévoit qu'on va installer 100 points de recharge hydrogène le long des autoroutes. Donc ça, c'est un exemple très précis où on peut aller au-delà et gérer aussi cette question de circulation lourde transfrontalière. Donc ça, c'est une idée qui est déjà dans le plan français. Et ça, c'est le long des autoroutes, c'est aussi dans les zones urbaines, et c'est à la perspective de 2025. Donc ce n'est pas dans l'avenir très loin, hein, c'est assez proche. Ensuite, évidemment, il y a des pays juste autour de vous, ici à Luxembourg, qui font à peu près la même chose que vous. Donc, en Allemagne, les bornes de recharge rapides, puissantes, comme on le veut, hein, quand on est consommateur d'un moyen de transport. Oui, quand on est consommateur d'un moyen de transport, on veut aussi que ça passe vite hein, en voiture électrique. Donc, les superchargeurs rapides, ça, c'est quelque chose qui compte aussi pour les citoyens, et c'est ça qu'on fait en Allemagne. En Italie, de la même manière qu'ici, on est en train d'électrifier la flotte publique. Mais donc, il y a l'idée française, station d'hydrogène. En plus, en Portugal, je suis nordique, je n'ai pas l'impression qu'on fait beaucoup de vélo en Portugal. Mais on va le faire, on le fera dans l'avenir, parce qu'on va faire autour de 15 000 kilomètres de nouvelles infrastructures de mobilité douce en Portugal. Donc ça, c'est un engagement vraiment pour les futurs. Donc c'est des pistes cyclables, sont les voies pour les piétons. Et ensuite, en Espagne, les systèmes intelligents de gestion de trafic dans 10 villes majeures et de taille moyenne. Aussi à l'horizon de 2026. Et donc, je dis ceci parce qu'il faut toujours se laisser inspirer. Évidemment, ici, le plan luxembourgeois, on ne propose pas de le changer, de le réviser. Maintenant, l'heure est pour la mise en œuvre du plan luxembourgeois. Il ne reste que 2 ans. Mais en même temps, comme Céline l'a dit, on cherche aussi de notre côté de s'assurer que la RAF se propage dans l'avenir. Et c'est-à-dire de continuer que tous les pays membres, les États membres construisent et qui vont au-delà de ce qu'il y a dans les plans actuellement. Et là, comme une source d'inspiration pour continuer l'action qui a été déjà prise par le Luxembourg. Et finalement, je pense aussi qu'il faut retenir un peu la dimension européenne à un certain moment.
tantôt. Il faut évaluer, il faut tirer les conclusions de la facilité par rapport à quelles mesures sont les plus efficaces à atteindre les objectifs qu'on a mis. Et là, c'est bien d'avoir tout cet éventail de différentes mesures dans les différents États membres. Et on peut évaluer est-ce que ça marche mieux ou bien, ou peut-être un peu moins bon, ici ou là, mesure par mesure. Et ça, je pense, parce que vous l'avez souligné pratiquement tous les trois, cette question des défis transfrontaliers, c'est aussi de cette manière-là, c'est un défi qui unit le Luxembourg et l'Union dans cette globalité. Donc il y a beaucoup à apprendre aussi. Donc, voilà. Pour les prochains instruments, qui ne sont probablement pas comme les RAF, mais d'autres choses, avec une inspiration de ce qu'on a déjà réussi. Merci. Très bien, merci beaucoup. Donc c'est un sujet qui évolue, qui va continuer à évoluer et chacun peut y apporter du sien, qu'on soit citoyen, entreprise, autorité locale. Je sais qu'on a un bourgmestre parmi nous, donc j'espère que vous avez recueilli beaucoup d'idées aussi pour implémenter chez vous, dans le nord du pays. Il y a beaucoup d'idées intéressantes. Aujourd'hui, un sujet complexe qui a été éclairé d'angles très différents, mais je suis sûre qu'il y a encore des questions parmi notre public et c'est maintenant à vous de questionner nos experts sur les sujets qui vous concernent, qui vous intéressent tout particulièrement. J'ai un micro, il est allumé, et encore un deuxième. Ignacio. Alors, je vois qu'il y a une main qui se lève. Ici, monsieur. Présentez-vous peut-être, dès que vous avez un micro. Merci. Je suis tout à fait d'accord avec le programme luxembourgeois en ce qui concerne le transport en commun. Les efforts sont formidables et c'est bien. Mais en général, l'approche pour diminuer les effets de serre, les échappements CO2, il faudrait avoir une approche plus disciplinaire. C'est-à-dire, pas seulement changer tous les moteurs thermiques par un moteur électrique, mais aussi changer le mode de vie, en diminuant le trafic existant et en ne pas provoquant de nouveaux trafics demain. Je vous donne un simple exemple. Au lieu de construire la nouvelle prison au sud du pays, on aurait pu le construire à Beggen, sur les anciennes friches, un exemple. Et il faut aussi encourager les gens à habiter dans les environs de leur lieu de travail. Comme ça, on diminue le trafic. En ce qui concerne la voiture électrique, je n'aime pas de changer d'une dépendance dans une autre dépendance. Donc, je suis plutôt pour la voiture hybride parce que, actuellement, il y a la guerre en Europe et on voit bien comment la Russie détruit les productions de courant électrique en Ukraine. Si on fait une attaque sur nos productions électriques, et toutes les voitures sont électriques, alors on est coincé. Il faut avoir les deux options, le thermique et l'électrique. Et ce moteur-là, il n'est pas subsidié. Oui, et il reste le gaspillage de l'énergie. Environ un tiers de toute l'énergie est gaspillée. Un petit exemple, au moins la moitié des lampes pourraient être éteintes, sinon la totalité. Parce que ce qui est important, c'est de voir le tableau, c'est de vous voir. Mais pas... Et ça, on voit partout. Donc, diminuer ce gaspillage. Voilà. Un appel à la sobriété. Je m'arrête ici pour laisser la parole à d'autres gens. Oui, j'ai compris que vous avez plutôt des suggestions également, pas de questions, plutôt des recommandations également de la part d'un citoyen. On apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Qui d'autre veut poser des questions ou a des idées à mettre en avant? Oui, madame, ici en troisième rangée. Il y a un micro pour madame. Présentez-vous, s'il vous plaît.
Merci. Voilà. Nous sommes aujourd'hui les journées de hier et aujourd'hui journée de patrimoine. Et moi, j'essaie de défendre mon patrimoine qui était confisqué en Croatie. Et mon mari, Jean-Claude Schleich, qui est décédé, qui est d'origine de Luxembourg, il a investi justement dans voitures électriques, dans les batteries électriques et dans la voiture, toutes les voitures et tout qui concerne non polluants comme satellites militaires, etc. Alors je me demande, il est mort à Montpellier, 21 avril 2019. Je me demande, est-ce que c'est normal que je n'ai pas droit à la succession? Et il s'agit justement de mobilité. Alors là, verte. je crois qu'on est un peu hors sujet, madame. Je me permets de le dire tout de suite pour couper court. Je voulais vous dire que mon patrimoine était investi justement dans mobilité verte et que c'est mon mari qui a réalisé ce projet. Je comprends il y a plus que 30 ans. C'est une situation très difficile pour vous. Je regarde nos panélistes, nos experts. Je crois qu'il n'y a personne parmi eux qui soit en mesure de vous répondre. Mais je vous propose de continuer la discussion lors de notre moment de networking qui commence dans quelques minutes juste ici à l'extérieur de la salle. Alors, qui a encore une autre question? Parce qu'il nous reste encore 5 minutes à peu près pour... avant de donner encore pour une dernière fois la parole à nos experts. Alors, oui, Monsieur Labro. Oui, donc Thierry Labro, je suis journaliste à Paper Jam. C'était une question plutôt pour Madame Gauer ou Monsieur Wegener-Friis, mais ce matin, Madame Gauer, vous êtes allée visiter effectivement les 3000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques de Grosse-Bouche. C'est une excellente nouvelle. Sauf que les panneaux photovoltaïques ont été achetés chez les Chinois, qui sont un des leaders du marché. Et ce sont même ceux qui captent le plus de subventions publiques en Chine, 50%. Donc l'année dernière, en 2022, c'était 140 millions d'euros. Et ma question, en fait, quand on dit que cet instrument financier sert à développer la compétitivité, la productivité européenne, dans ce cas précis, en fin de compte, il sert plutôt à nourrir l'économie chinoise. Et vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Parce que dans le temps qui est donné aux entreprises pour installer leurs panneaux photovoltaïques, la société luxembourgeoise qui produit des panneaux photovoltaïques n'a pas le temps de les produire. Et le paradoxe, c'est que la société qui a installé les panneaux, elle produit des panneaux, mais elle ne peut pas donner ces panneaux à Grosse-Bouche parce qu'elle ne peut pas aller assez vite. Alors on achète en Chine. Et à mon avis, en fait, c'est une sorte de détournement d'intérêt parce que d'un côté, on taxe les voitures chinoises parce qu'elles sont subventionnées et de l'autre, on utilise le mécanisme de résilience pour alimenter l'économie chinoise. Voilà, je voulais juste avoir votre sentiment là-dessus, si c'était un cas unique ou si vous connaissiez d'autres cas du même genre. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre question très judicieuse. D'ailleurs, c'est une de celles qu'on a posées sur le toit de Grosse-Bouche tout à l'heure pour en avoir le cœur net. Plusieurs éléments de réponse à cela. D'abord, statistiquement et sur les subventions aux voitures électriques, on s'est aussi posé la question. Et notamment, c'est une question en France où il y a c'est un des pays dans lesquels il y a des subventions importantes pour l'acquisition de voitures électriques. Il y a eu des études qui ont été faites parce que la suspicion était, mais qu'est-ce qui profite finalement? Quels sont les producteurs? Est-ce que c'est des producteurs européens ou des producteurs chinois? L'immense majorité, pas la totalité, mais la grande majorité va à des producteurs européens. Et ça fait partie de ce qui nous a aidé finalement à lancer la filière en créant une demande pour les producteurs européens. Ça ne répond pas à la question sur les panneaux solaires et au fait que, bien qu'on ait, grâce à la facilité, mais aussi à d'autres investissements européens et nationaux dans ce domaine, contribué à ressusciter, d'une certaine manière, l'industrie européenne de production solaire, comme elle est, par exemple, sur l'éolien, où il y a également une production très, très dynamique au niveau européen. Il faut continuer à les soutenir pour continuer à pouvoir ne pas tomber d'une dépendance dans une autre, comme il était dit plus tôt. Mais ça ne veut pas dire que toujours les producteurs européens pourront offrir de meilleures conditions et donc pourront gagner les marchés publics. Troisième élément, il faut être sûr que dans la concurrence pour les marchés publics ou pour les offres, les appels à subvention, la concurrence n'est pas faussée.
et que donc les entreprises chinoises qui bénéficient de subsides très importants justement pour pouvoir conquérir des marchés européens ne puissent pas bénéficier de cet avantage. Et c'est pour ça qu'est entré en vigueur très très récemment un nouveau règlement de contrôle des subsides étrangères dans le cadre des marchés publics ou dans le cadre des acquisitions d'entreprises européennes. Donc avec l'ensemble de ces éléments, soutien à la production européenne d'une part et contrôle des subventions d'autre part et des concurrences déloyales d'autre part, c'est quelque chose auquel on est extrêmement vigilant. J'espère que ça répond à votre question. Parfait, merci beaucoup. Monsieur Labro, merci beaucoup Céline. C'était en effet un point très intéressant. J'ai le temps pour une dernière question du public. Oui, ici en deuxième rangée. S'il vous plaît. I have a question. If Paris is known for the Eiffel Tower, I think Luxembourg now is known for the public free transportation. So which country is next in Europe that is going to apply our model of Luxembourg to have a free public transport? I heard that in Germany is something that, you know, one ticket can be used in other cities, other lands, as you say. But what is next? I'm just wondering, you know, to have a comparison. Merci. Thank you so much. I'm not sure if, Jakob, you know more about this. Speaking of best practices, is anything coming up alongside the same situation than in Luxembourg concerning public transport? Donc je vais répondre en français. Ça ira pour vous, parce que je voudrais aussi faire un commentaire pour monsieur. Donc, sur les habitudes, je suis tout à fait d'accord, il faut changer les habitudes. Et ça, souvent, ça ne va pas trop vite. Et moi, j'ai remarqué, quand j'ai reçu beaucoup de chiffres, on a tous cité beaucoup de chiffres, les chiffres que j'ai reçus, c'est que même si le transport public est gratuit et qu'on a élargi un peu le réseau, il y a quand même juste 2 sur 10 luxembourgeois qui utilisent régulièrement le transport public. Ça m'a frappé un peu. Et c'est-à-dire, c'est évidemment pas le prix qui importe, c'est d'autres choses. C'est probablement les habitudes. Je pense que c'est aussi d'une manière, c'est la manque de ce qu'on appelle une multimodale. Donc la possibilité de changer un moyen de transport pour un autre d'une manière fluide. Commencer par le rail en apportant son vélo et on peut finir à pied. Donc ceci, il faut toujours, et c'est peut-être dans votre plan 2035, il faut toujours poser la question vers le citoyen, où sont les taches blanches sur le plan de ville pour que vous n'utilisez encore, pour que vous n'utilisez plus le transport public, mais encore votre voiture. Et cette question d'habitude est importante et le multimodal est important aussi. Pour le transport public gratuit, je ne connais pas un autre État membre. C'est Malte. D'accord. À Malte, il y a des bus, il n'y a pas de rail, il n'y a pas de train non plus. Donc, mais apparemment, là, on a fait aussi un effort. En général, évidemment, la situation des finances publiques, et M. Kiefer peut le confirmer, dans beaucoup d'États membres, ne permet pas de même réfléchir à faire un transport public gratuit. Mais ça peut remporter d'autres manières qu'économiquement. Hein. Toutes les dimensions qu'on a discutées, y inclut la santé publique, l'amélioration du climat, le changement écologique, etc. Je crois que Philippe Gerbet, vous voulez aussi c'est juste pour ajouter quelque chose. Pour compléter ce qui a été dit, il y a quand même pas mal de villes qui ont mis en place les transports gratuits. La ville de Dunkerque, maintenant à Montpellier par exemple, alors, ou à Tallinn aussi, donc il y a des pays baltes, etc., qui s'y mettent, selon certaines conditions aussi. C'est vrai qu'ici au Luxembourg, pour rebondir sur la question de la fluidité des transports, si on veut favoriser la multimodalité, c'est vrai que le Luxembourg est un pays assez incroyable dans le sens où on ne réfléchit pas quand on prend le transport en commun.
On le prend parce que c'est facile, on n'a pas besoin de tickets, etc. C'est très fluide. Dans d'autres pays, ou du moins dans d'autres villes, ça se fait au niveau généralement d'une région urbaine, soit c'est réservé aux résidents, soit il faut quand même aller sur un site et puis télécharger une preuve qu'on s'installe tant et tant de temps dans la ville en question, etc. Donc ça ne favorise pas la question de la fluidité. Et puis juste pour rebondir également sur la question des habitudes, oui, je parlais du mode de vie au départ. C'est les changements de comportement, ça c'est quelque chose qu'on ne change pas comme ça. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'évidemment il faut sensibiliser les personnes, faut favoriser la question de la sobriété, il faut voilà, les incentives publics vont dans ce sens-là, etc. Bien sûr, ce n'est jamais assez. On est toujours en retard, mais il faut continuer tout de même. Je vois que c'est une question qui suscite beaucoup de réactions. Anthony Villeneuve, oui, juste, vous voulez aussi rajouter quelque chose? Petite précision de vocabulaire, je pense qu'on ne devrait pas parler de transport public gratuit, mais de transport public offert. Offert par le contribuable, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui paye au bout d'un moment, donc il faut jamais le perdre d'esprit. Et ça, c'est à mettre en parallèle avec... on est dans une phase de transition également pour le transport public qui est en train de se moderniser. Quand il faut remplacer des bus diesel par des bus électriques, quand il faut construire des lignes de tramway, des lignes de métro pour avoir des transports publics plus performants, plus rapides, c'est indispensable au développement du transport et ça nécessite des investissements importants qui, dans certains pays, dans certains secteurs, ont besoin pour être financés d'une certaine redevance de la part des usagers. Donc le modèle, je ne sais pas s'il est généralisable aujourd'hui. Très intéressant, merci beaucoup. En tant que modératrice, j'ai la tâche de garder à l'œil l'horaire, donc on arrive vraiment à la fin de notre échange. Je voudrais juste donner l'opportunité à nos panélistes de dire un mot take-home message que vous voudriez passer à notre public, un mot qui vous tient à cœur quand on parle de cette facilité de relance et de résilience du plan luxembourgeois ou simplement du sujet de mobilité verte. Quel est le mot, le take-home message que vous voudriez faire passer aujourd'hui avant de quitter cette conférence? Je suis ravi qu'il y ait tant d'ambition. Ça, je n'étais pas rassuré en arrivant, mais je vois vraiment qu'il y a vraiment un projet pour le futur et beaucoup d'idées où on peut déjà donc construire plus, aller au-delà de ce qu'il y a actuellement dans le plan luxembourgeois. Donc, merci beaucoup pour toutes vos connaissances. Message d'espoir et de positivité. Simone Hackspiel, commissaire à l'énergie. Moi, je dirais le transport en tant que levier clé pour la décarbonation de l'économie. Levier clé, vraiment. Philippe Gervais, le chercheur. Alors, je ne sais pas quoi dire. Je reviendrai sur la question de la densité, la diversité et la mixité, parce que je pense que c'est ce qui est à la clé de notre développement, qu'il soit économique, environnemental. On va dire que le monde humanisé est de plus en plus urbain, et donc il faut tenir compte de ces aspects-là. Et je pense que la mobilité verte peut énormément y contribuer. Et le mot final revient à notre économiste, Anthony Villeneuve. Non, moi je pense que cette grande et belle ambition de décarboner la mobilité à l'échelle européenne, elle doit être associée, accolée à une vraie politique industrielle qui va dans la même direction. C'est l'avenir de l'économie européenne qui en dépend. Pour revenir au rapport Draghi, dont vous avez également déjà fait mention. Merci beaucoup, chers panélistes, pour vos explications et vos avis aussi, vos vues très enrichissantes qui illustrent que ce sujet vraiment a plusieurs dimensions et qu'il continuera à nous occuper encore très très longtemps, même au-delà de la durée de vie, de la facilité de relance et de résilience. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Je crois qu'on peut dire qu'on a appris que la force collective dont l'Europe est capable en temps de crise est véridique. On l'a vu, l'Union européenne fonctionne bien que si on travaille tous ensemble. C'est cette capacité de transformer des problèmes
en solution, en opportunité, et la facilité de relance et de résilience est une illustration parfaite de cette volonté qui nous anime tous et qui ne peut fonctionner que si les États membres participent. Nous sommes aujourd'hui à l'aube d'un nouveau cycle institutionnel. Ce matin, la présidente von der Leyen a présenté son collège. On a hâte maintenant de connaître le programme de travail, les lettres de mission des différents commissaires, pas seulement du commissaire qui a été proposé par le Luxembourg, mais il faut qu'il soit aussi approuvé par le Parlement européen. Tout ceci étant dit, on a hâte de savoir ce qui va nous attendre en termes de priorités politiques pour les années à venir, mais je crois pouvoir dire que les ambitions qui sont à la base de la facilité de relance et de résilience vont continuer au-delà de 2026. Sa logique, sa démarche, son esprit va continuer et va devoir être donc implémenté aussi au niveau national. Et ça, je crois, c'est le message final. On a besoin d'une volonté politique, ça a été dit auparavant. C'est important pour maintenir le momentum qui est actuellement en place pour pouvoir utiliser les fonds européens de manière à bon escient afin qu'ils profitent à tous les acteurs de notre société, que ce soit les entreprises, les industriels, mais avant tout aux citoyens. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite encore une très belle fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous devant la porte pour un petit moment de networking. Merci beaucoup.